Bienvenue à cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on va creuser une question assez pratique pour l'entraînement dans le foot féminin. Comment les jeux réduits, qui sont quand même très utilisés, affectent vraiment la condition physique? Et surtout, est-ce que la taille du terrain change quelque chose? Pour y voir plus clair, on va décortiquer une étude spécifique. Elle s'appelle The Effects of Small versus Large-Sided Games on Physical Fitness Adaptations, a Randomized Controlled Design in Female Soccer Players, publiée en septembre 2025 dans le Journal of Sport Science and Medicine. Les auteurs, Di Yang, Yun Fong, Xubin Guo et P. Hu. L'idée, c'était de comparer sur 6 semaines, chez de jeunes joueuses, les effets de jeu sur très petits terrains, genre 1 contre 1 jusqu'à 3 contre 3, par rapport à des jeux sur des terrains plus grands, 6 contre 6 à 8 contre 8. Ok. Alors, les jeux réduits, on voit bien ce que c'est. Et est-ce que jouer en 2 contre 2 pendant, disons, 6 semaines, ça donne les mêmes gains en sprint, par exemple, que de jouer en 7 contre 7? C'est exactement ça la question clé. Et ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'il y avait finalement peu de recherches qui comparaient directement ces différents formats sur le moyen terme, surtout chez les femmes. Donc oui, elle vient combler un manque. Et puis, ils ont utilisé un protocole contrôlé, randomisé, ce qui est méthodologiquement assez solide pour comparer les effets. Concrètement, ça s'est passé comment sur le terrain? Alors, ils ont pris 45 jeunes footballeuses qui avaient environ 16 ans. Elles ont été suivies pendant 6 semaines, réparties au hasard dans 3 groupes. Un groupe faisait des jeux sur très petits terrains, on va dire SSGF, un autre des jeux sur terrain plus grand, SSGLF, et un groupe contrôle qui continuait simplement son entraînement habituel. Les 2 groupes jeux réduits, eux, ils ajoutaient 2 séances par semaine de ces jeux spécifiques, et avant et après les 6 semaines, hop, batterie de test. Détente verticale, le saut CMJ, la capacité de changement de direction, ils ont mesuré le COD déficit, c'est intéressant ça. C'est le temps qu'on perd en virage par rapport à une ligne droite. La vitesse sur 30 mètres, et puis l'endurance, avec le test VIFT, une sorte de test navette intermittent. D'accord, c'est assez complet comme évaluation. Et alors, les résultats? Est-ce qu'il y a un format qui sort clairement du lot? Ah, c'est plus subtil que ça. Et c'est ça qui est pertinent pour l'entraînement, je trouve. Premier point, les jeux sur très petits terrains, le groupe SSGSF, ont été nettement meilleurs que l'entraînement classique pour améliorer la capacité de changement de direction, le fameux COD déficit. Ah oui, et ça paraît logique. Petit espace, donc beaucoup d'accélération, de frein, de virages serrés. Exactement. Ça force à être très réactif sur les appuis. Et pour la vitesse pure, le sprint sur 30 mètres? Alors là, c'est l'inverse. Seul le groupe qui jouait sur des terrains plus grands, le SSGLF, a montré une amélioration significative par rapport au groupe contrôle. Ah! Donc là, l'espace plus grand. Oui, il permet visiblement aux joueuses d'atteindre des vitesses plus élevées, plus souvent, et de répéter des sprints un peu plus longs, ce qui semble nécessaire pour améliorer cette qualité de vitesse maximale. C'est intéressant cette opposition. Petit terrain pour l'agilité, grand terrain pour la vitesse. Et l'endurance dans tout ça. Le VIFT? Pour l'endurance aérobie, mesurée par ce test VIFT, les 2 formats de jeu, petit et grand, ont montré des améliorations similaires, et les 2 étaient significativement meilleurs que le groupe contrôle. Donc, que le terrain soit petit ou grand, l'intensité globale du jeu semble suffisante pour stimuler l'endurance. D'accord. Et le dernier point, le saut vertical. La puissance. Oui, et là c'est un peu la surprise, ou du moins ça confirme certaines intuitions. Aucun des 2 formats de jeu réduits n'a amélioré significativement la détente verticale par rapport au groupe contrôle. Même si le groupe petit jeu s'est un peu amélioré par rapport à lui-même au début, ce n'était pas statistiquement mieux que ceux qui n'ont rien fait de spécial. Donc, ça veut dire que les jeux réduits, qu'ils soient petits ou grands, ça ne suffit pas pour développer la puissance des jambes pour le saut. Ça semble être le cas, oui. Ça suggère fortement qu'il faut un travail complémentaire, plus spécifique pour ça. Donc, si on résume, pour un entraîneur ou une entraîneuse, il faut vraiment choisir son format de jeu réduit en fonction de l'objectif prioritaire de la séance ou du cycle. Ce n'est pas juste faire des jeux réduits. C'est tout à fait ça. Si on vise l'agilité, la vivacité dans les petits périmètres, les formats 1 contre 1, 3 contre 3 sont top. Si la priorité c'est d'améliorer la vitesse de pointe, alors il faut des espaces plus grands, type 6 contre 6 ou plus. Pour l'endurance, les 2 fonctionnent bien apparemment. Mais attention, pour la puissance explosive, comme le saut, il faut autre chose en plus. Musculation, pliométrie. Et il faut garder en tête les limites de l'étude, j'imagine. Bien sûr, on parle de jeunes joueuses, d'un niveau compétitif donné et sur une durée de 6 semaines seulement. Les effets pourraient être différents chez des joueuses élites ou sur une saison complète. Les outils de mesure, même s'ils sont valides, ne sont pas non plus le gold standard absolu.
Tout ça amène logiquement à une question pour la suite, non? Oui, la question qui vient tout de suite, c'est, au lieu d'opposer les petits et les grands formats, comment pourrait-on les combiner intelligemment? Comment les articuler au sein d'une semaine d'entraînement ou d'un cycle pour obtenir un développement physique qui soit plus global, plus harmonieux? Hmm. Ça, c'est une piste de réflexion super intéressante pour optimiser l'entraînement. C'est ça. Plutôt que le où, chercher le et. Et surtout, le comment. Une excellente conclusion pour cette analyse. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment plonger dans les détails, la méthodologie, les chiffres précis, on recommande bien sûr la lecture de l'article original de Yang et ses collègues, paru dans le Journal of Sport Science and Medicine. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Comme ça, vous ne manquerez pas nos prochaines explorations de sources.